Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'homme responsable du changement climatique a réussi à modifier le cycle de l'eau et à contaminer d'une façon généralisée l'eau de boisson. On apprend à l'école que la majorité de la surface de la Terre est constituée d'eau, en particulier les océans salés. L'eau douce, sous forme de glace, de fleuves, de rivières, de lacs, ne représente que 3% de la masse d'eau. Il reste les terres émergées. On apprend aussi à l'école que sous l'effet de la chaleur, l'eau s'évapore et retombe sur Terre sous forme de pluies qui vont alimenter très lentement les nappes phréatiques. Ça, c'est le grand cycle de l'eau ou cycle de l'eau bleue. Jusqu'à peu, nous minorions beaucoup l'évapotranspiration à partir des différents végétaux présents sur le sol. Ce cycle de l'eau verte participe au grand cycle de l'eau. Les multiples activités humaines perturbent de façon importante le cycle de l'eau et entraînent une contamination généralisée de l'eau douce. Les études récentes montrent que la consommation d'eau bleue reste inférieure à une limite maximum acceptable, telle que définie par les scientifiques. Les experts révèlent des taux de précipitation, d'humidité des sols et d'évaporation qui sont alarmants. Ils estiment que 18% des sols de la planète sont déséquilibrés. La limite de sécurité concernant l'eau verte se trouverait à 10%. En clair, concernant l'eau verte, ça coince. De nombreuses activités humaines réalisent des obstacles à la circulation de l'eau ou carrément entraînent une spoliation de l'eau douce. En premier lieu, d'énormes quantités d'eau utilisées pour le refroidissement des usines de production d'électricité, même si une bonne partie est restituée au milieu. Les barrages hydroélectriques, l'irrigation agro-industrielle, les réserves de substitution ou méga-bassines, la suppression des haies avec le remembrement, la destruction de nombre de milieux humides, le labourage intensif généralisé sur la planète qui supprime l'effet éponge lié à la couche d'humus, l'artificialisation galopante des sols, tout cela contribue à des épisodes de sécheresse intense et répétés, ainsi qu'à des épisodes d'inondation cataclysmique. Venons-en maintenant à l'aspect contamination qui débute dès la chute de l'eau. Les pluies se chargent de la pollution atmosphérique, par exemple celle liée à l'activité aéronautique. La pollution agricole est en première ligne pour la pollution des sols. Différents intrants, engrais, pesticides s'infiltrent plus ou moins lentement à travers les différents sols pour finalement se retrouver dans la nappe phréatique. Bien évidemment, les activités industrielles entraînent différents rejets. L'exemple des PFAS au premier plan de l'actualité qui ont contaminé la quasi-totalité des eaux de boisson en France. Finalement, c'est la quasi-totalité des déchets laissés sur le sol qui peuvent lentement infiltrer les sols et se retrouver dans les nappes phréatiques. On pense à la contamination par les perchlorates issus de la dégradation des arbres de guerre, toxiques pour les bébés, pendant la grossesse et ultérieurement. Les centrales nucléaires ne se contentent pas de réchauffer l'eau en aval, elles rejettent du tritium radioactif dont la concentration est d'autant plus importante que le débit des cours d'eau est faible. Les usines de désalinisation se multiplient sur la surface de la Terre en raison de la pénurie d'eau potable. Après désalinisation, la saumure rejetée est 2 fois plus concentrée en sel. Dans certains cas, elle est directement réinjectée dans la nappe phréatique. L'activité humaine est responsable de la dissémination dans l'environnement de nombreuses molécules et l'usage immodéré du plastique entraîne une pollution par les microplastiques particulièrement inquiétante. On peut citer pour terminer les rejets des usines de production d'eau potable. Bien que soumis à des règlements très stricts, les rejets dans l'eau
où les boues épandues sur le sol rejoignent tout de même l'environnement. Cette liste de contaminations par l'homme n'est malheureusement pas exhaustive. Cependant, tous les experts s'accordent sur le coût faramineux de la dépollution et affirment qu'il serait bien plus efficace et donc moins onéreux de protéger nos lacs et nos rivières et l'entièreté des aires de captage qui les alimentent. Tous ces contaminants ne sont considérés comme des polluants que lorsque la recherche a affirmé leur toxicité pour le vivant. Protéger la biodiversité sur le long terme imposerait le principe de précaution pour tous les contaminants.